Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Blais, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. Donc, pour cette première conférence de notre cycle annuel, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Richard et Marie Ouzot qui vont nous présenter cette conférence au titre particulièrement accrocheur et désespérant. Les chiffres de la LGBTQ me dégoûtent, ressaquent des niveaux d'aise des élèves du secondaire face aux réalités LGBTQ+. Alors, Gabrielle Richard est sociologue et professeure au département de sexologie de l'UQAM. À travers ses recherches qu'elle mène au Québec et en France, elle interroge les normes scolaires liées au genre et à l'orientation sexuelle. Elle est l'autrice des livres Hétéro l'école, Faire famille autrement et Protéger nos enfants. Marie Ouzot dirige le GRI Montréal depuis 2005. Alors, l'organisme fondé en 1994 est le plus important service de démystification de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre en milieu scolaire au Québec. Marie est consultante pour l'Institut national de santé publique du Québec, où elle a formé des milliers de professionnels à adapter leurs interventions aux clientèles LGBT et à être sensibles à leur vulnérabilité. Gabriel et Marie, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Martin. C'est un plaisir pour Gabriel et moi d'être avec vous ce midi, même si c'est pour parler de réalités qui, bien sûr, nous désolent. Donc, Martin, comme tu le disais, le Gris Montréal, c'est un organisme communautaire qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant et dont la mission est la démystification des orientations sexuelles et des identités de genre basée sur le témoignage, en fait. Donc, c'est vraiment notre façon d'agir. La plupart des interventions ont lieu dans les milieux scolaires, mais on visite aussi d'autres milieux comme les classes de francisation, les milieux de travail, les résidences pour aînés même. Donc les interventions du GRI, en fait, ça prend la forme d'une période de classe, deux personnes bénévoles qui sont des personnes concernées et qui sont formées pour le faire, qui interviennent d'abord en se présentant brièvement leur parcours, ce que signifie leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, leur situation familiale, conjugale, leur vie professionnelle, leurs loisirs, bref, un portrait assez rapide de qui ils, elles sont. Tant pis pour le ministre Roberge. Le reste de la période est vraiment consacré à une période de questions-réponses avec les élèves. Donc, les intervenantes du GRI répondent à toutes les questions du moment qu'elles soient posées de bonne foi. Et en fait, ils répondent aussi aux questions qui sont posées de mauvaise foi parce que l'idée, c'est pas de faire de la confrontation, mais bien de la démystification. Alors, voilà comment ça fonctionne et donc les résultats que nous allons vous partager aujourd'hui découlent de ces interventions-là et Gabrielle va vous expliquer comment on procède pour la récolte de données. Merci Marie, bonjour tout le monde. Merci à la chaire pour l'invitation. Alors, on vous a parlé, Marie vous a parlé un petit peu de l'organisme, le Gris Montréal. Le Gris Montréal comprend aussi un volet recherche, c'est parfois moins connu. Mais donc, lors d'interventions en classe, les élèves qu'on rencontre se font demander de remplir un questionnaire d'enquête. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi peut avoir ce questionnaire-là. Un questionnaire d'enquête, en général, c'est une page recto-verso. Et ce questionnaire leur demande d'auto-évaluer leur niveau d'aise ou de malaise par rapport à différents énoncés qui mettent en scène une personne de la diversité sexuelle ou de la pluralité des genres. Donc, des énoncés un peu de type j'apprends que mon frère est gay, je me sens, puis là, dans les catégories de réponse, on a très à l'aise, mal à l'aise ou très mal à l'aise. Donc, on demande aux élèves de se positionner, d'évaluer leur propre niveau d'aise par rapport à différents énoncés de cet ordre. L'objectif de cette démarche-là, c'est de les amener à se projeter dans des scénarios lors desquels elles pourraient être amenées à côtoyer des personnes non hétérosexuelles ou non cisgenres, et puis d'interroger ce que ça peut générer chez elles en termes de sentiment d'aise ou de malaise. Donc, le Gris Montréal collige ces données depuis sa fondation en 1994 et donc on possède je dis on, là je vais osciller entre il et on parce que je suis l'ancienne directrice de la recherche du Gris en cette capacité-là que je vous présente ces résultats-là.
Et donc, le GRI possède à ce titre l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande base de données longitudinale à ce sujet au pays. Donc, on est en capacité de voir l'évolution des sentiments d'aise auto-rapportés des jeunes qu'on rencontre à travers plusieurs décennies. Quelques mots sur ce que je vous présente ce midi. Donc, les données que je vous présente sont, les constats que je vous présente sont tirés d'un sous-échantillon de ce beau corpus-là. Sous-échantillon composé de 35 705 questionnaires d'enquête. Alors, juste pour récapituler, ce sont des questionnaires d'enquête qui ont été complétés lors d'interventions qui ont été réalisées par les 5 grilles du Québec. Alors oui, le Gris Montréal, mais aussi Gris Estrie, Gris Québec, Gris Mauricie-Centre du Québec et Gris Chaudière-Appalaches, qui interviennent dans leurs régions respectives. Donc, c'est un échantillon qui est diversifié sur le plan géographique notamment et qui reprend donc des questionnaires complétés lors d'interventions dans les écoles secondaires uniquement. Donc, l'échantillon qu'on vous présente est vraiment limité à l'école secondaire cet après-midi, ou ce matin, ou ce midi. On va comparer des données de 2017 à 2024. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. L'âge voilà, l'âge médian des répondants-répondantes dont on va parler, c'est 15 ans. Donc, on est sur des élèves du secondaire, une légère surreprésentation de secondaire 4, mais rien, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais globalement, une bonne représentation des 5 années du secondaire. Sur le plan de j'y reviens tout à l'heure, répartition genrée assez attendue, équilibrée, 49 de garçons ou jeunes hommes, 49 de filles ou de jeunes femmes et 2 de répondants-répondantes qu'on va qualifier de non-binaires. C'est peut-être pas le terme qu'elles utilisent pour elles, mais c'est le terme qu'on va utiliser par souci d'efficacité dans ce contexte. Sur le plan encore une fois, de l'orientation sexuelle, je dis recodée parce que pour être vraiment faire preuve de rigueur, on ne demande pas aux élèves qu'on rencontre leur propre orientation sexuelle, mais on leur demande d'évaluer envers qui portent leurs attirances. Et comme on dispose aussi de leur genre auto-reporté, on est en mesure de faire ces recoupements-là. Donc, en d'autres termes, ce sont nos mots d'adultes et de personnes chercheuses sur les attirances rapportées par les jeunes. Alors, on a 83,9 de nos répondants qui rapportent être hétérosexuels, puis on a 16,1 qui rapportent être non hétérosexuels selon les modalités qu'on voit un petit peu dans les pointes de tarte à la droite. Donc, une bonne proportion qui vont dire être attirés par différentes personnes sans égard à leur genre ou quel que soit le genre de ces personnes. Donc ça, c'est un petit peu un portrait de l'échantillon sur lequel on va se pencher ce midi. Et on a choisi de vous présenter les résultats autour de 6 énoncés étalons. Donc, ce sont des énoncés qui sont tels quels pris dans le questionnaire d'enquête que je vous présentais tout à l'heure. Ces énoncés-là sont les suivants. Donc, j'apprends que ma meilleure amie est lesbienne, j'apprends que ma meilleure amie est bisexuelle, je vois 2 hommes se donner des signes d'affection en public, 2 femmes en couple ou 2 hommes en couple ont le droit de fonder une famille et d'élever des enfants, donc leur sentiment d'aise par rapport à ça. Et ma ou mon meilleur ami s'identifie comme étant ni femme ni homme. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi cette formulation un peu peut-être inattendue. Notre choix s'est arrêté sur ces 6 énoncés étalons pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ce sont des énoncés étalons sur lesquels on dispose d'un nombre suffisant de données à travers le Québec, parce que le questionnaire a connu des moutures successives. Le questionnaire s'adapte. Il existe maintenant pas dans sa même version qu'en 1994, vous le devinez. Donc, pour des raisons comparatives, ce sont les énoncés sur lesquels on est en mesure d'assurer une certaine continuité dans la lecture que les jeunes peuvent en faire. Ce sont des énoncés sur lesquels il peut y avoir des postures un peu plus tranchées, donc ça nous aide à cerner peut-être davantage les phénomènes qui sont en jeu. Et on avait l'intérêt de vous présenter des énoncés qui peuvent nous informer sur une diversité de réalités concrètes qui amènent les jeunes à se positionner sur le lesbianisme, sur la bisexualité, sur différents types d'enjeux. Dans les prochaines minutes, les prochaines diapos, je vais vous présenter une série de tableaux qu'on va regarder ensemble et qui vont rendre compte de ce que les jeunes nous disent par rapport à l'évolution de leur niveau d'aise.
Alors, soyons clairs, les jeunes ne se prononcent pas directement sur l'évolution de leur niveau d'aise. Ils estiment leur niveau d'aise à un temps X et nous, on est en mesure de comparer comment ce niveau d'aise va évoluer à travers le temps. Donc, je vais vous présenter des tableaux comme ça. Vous allez avoir 3 colonnes. À notre gauche, vous avez les années, donc année scolaire oblige. Et avec le N, donc la taille de l'échantillon pour l'année, vous allez voir sans grande surprise qu'au début de la pandémie, notre échantillon était conséquemment beaucoup moins élevé. Et au lieu de vous présenter les colonnes en 4 colonnes, donc très à l'aise, mal à l'aise, très mal à l'aise, ce qui aurait été un peu compliqué à présenter puis à interpréter, on a choisi de vous présenter vraiment dans des modalités binaires. Donc, dans un premier temps, nos personnes répondantes qui sont à l'aise ou très à l'aise, cette deuxième colonne qui est face à vous. Puis ensuite, dans un deuxième temps, les répondants-répondantes qui se rapportent mal à l'aise ou très mal à l'aise par rapport à ce scénario-là. Donc, en ce qui concerne la meilleure amie lesbienne, on rentre dans le vif du sujet. Voici un petit peu les données dont on dispose sur l'évolution du niveau d'aise ou de malaise auto-rapporté à travers les dernières années. Alors, l'exercice ici, l'objectif est de sonder, on l'a vu tout à l'heure, l'aise des jeunes avec le lesbianisme, mais pas en leur demandant théoriquement à quel point es-tu à l'aise avec le lesbianisme, hein, mais bien en les mettant face à une mise en situation où le lesbianisme pourrait faire d'une certaine manière, irruption dans leur vie, dans leur quotidien, ici, avec un scénario d'une meilleure amie qui ferait un coming out de lesbienne. Généralement, ce qu'on remarque dans la littérature et ce qu'on remarque avec les données du gris, c'est que, et sans grande surprise, plus la personne évoquée est à un niveau de proximité élevé avec la personne répondante, plus le niveau de malaise est susceptible d'être grand. En d'autres termes, les élèves sont beaucoup moins à l'aise, en général, avec l'idée qu'il y a une meilleure amie qui soit lesbienne qu'avec l'idée qu'il y a une voisine éloignée qui soit lesbienne, ce qui est assez cohérent probablement. Donc, si j'attire votre attention sur la colonne malaise ou très mal à l'aise, la colonne de droite, on voit que sur notre échantillon total de jeunes, la proportion d'élèves qui se rapportent mal à l'aise ou très mal à l'aise à l'idée d'apprendre que leur meilleure amie est lesbienne, on voit qu'elle a plus que doublé entre les années scolaires 2017-2018, où cette proportion était de 15,2 et l'année scolaire 2023-2024, où elle était de 33,8 Alors, les chiffres ou les analyses que je vous présente s'arrête en 2023-2024 parce que c'est le moment où on a fait ces analyses, mais on est en capacité à ce stade de dire que les tendances se maintiennent pour la majorité des énoncés sur lesquels on a fait des analyses subséquentes pour l'année scolaire qui s'est terminée il y a en juin dernier. Alors, en ce qui concerne le genre des élèves, alors ici, encore une fois, on va le faire un peu lentement pour une première fois. On a donc nos répondants femmes ou filles et femmes ici et nos répondants hommes ou garçons ici. Puis donc, ce qu'on voit assez rapidement, c'est que le niveau de malaise ici, alors ce tableau ne présente que les niveaux de malaise, là, soyons clairs. Le niveau de malaise des hommes grandit de façon assez conséquente entre les années scolaires 2017-2018 et 2023-2024, passant de 12,3 à 42,6 dans la dernière année scolaire étudiée. Donc, toujours face à ce scénario d'une meilleure amie lesbienne. Ce qu'on a aussi donc dans les données sociodémographiques dont on dispose, on a effectivement donc le genre, puis on a aussi la connaissance qu'ont nos personnes répondantes dans leur entourage d'autres personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles. Donc, est-ce que ces personnes-là, dans leur entourage, connaissent d'autres individus? Et si oui, on sait que ce sont des facteurs qui sont susceptibles de jouer sur leur niveau d'aise dans de tels scénarios. Donc, si moi, je connais plein de personnes non hétérosexuelles, il est plus probable que je réponde positivement au coming out d'une meilleure amie lesbienne. Donc, ce qu'on remarque de façon assez marquante, encore une fois, c'est que pour nos répondants qui connaissent ici, donc la seconde colonne, répondants qui sont mal à l'aise ou très mal à l'aise, mais qui connaissent des personnes dans leur entourage, mais on voit que leur niveau de malaise, il est à la fois initialement plus faible que nos répondantes qui n'en connaissent pas de telles personnes dans leur entourage. Puis on voit que la progression du malaise, elle est moins marquée auprès des élèves qui, sans grande surprise encore, connaissent de proximité dans leur entourage des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, etc. Donc,
Donc, sans grande surprise ici, le genre des élèves et leur connaissance de personnes non hétéros ont un impact significatif sur le niveau d'aise qui est rapporté. Puis ça, c'est des constats qu'on connaît de longue date dans la littérature scientifique. Ce n'est pas des choses qui surprennent nécessairement, mais de le voir un peu noir sur blanc, puis de voir à quel point, à travers le ressac des niveaux d'aise, ça se donne à voir. C'est assez, potentiellement assez marquant aussi. Sur le second énoncé ici, donc on est encore dans le même format. J'apprends que ma meilleure amie est bisexuelle cette fois. Ce qu'on remarque encore une fois, c'est que les niveaux de malaise initialement sont similaires à ceux de 2017 pour une meilleure amie lesbienne, donc ceux qu'on vient de voir dans l'autre cas de figure. Mais on remarque ici pour la meilleure amie bisexuelle un déclin des attitudes, pas des attitudes, mais des sentiments d'aise qui est plus marqué à l'égard d'une situation qui mettrait en scène une meilleure amie bisexuelle cette fois-ci. Ce sont peut-être des données qui sont à comprendre en lien avec enfin, peut-être, certainement des données qui sont à lire ou à comprendre en lien avec les préjugés qui demeurent autour de la bisexualité, puis aussi autour de la décrédibilisation de l'identité lesbienne, qui fait qu'on aurait peut-être plus de permissivité ou enfin de tolérance à l'égard de scénarios mettant en scène une jeune fille lesbienne ou une meilleure amie lesbienne. Ici, une analyse genrée, encore une fois, met clairement en évidence l'écart entre les perceptions les niveaux d'aise auto-rapportés des filles et des garçons face à une meilleure amie bisexuelle. Les deux ont des niveaux d'aise qui sont globalement relativement similaires dans la première année scolaire que je vous présente, alors qu'en 2023-2024, ici, les garçons sont près de 2 fois et demi plus inconfortables ou moins à l'aise que les filles par rapport à un tel scénario. Les niveaux de malaise sont, vous allez voir que le pattern de ce que je vous présente, c'est beaucoup de chiffres, mais globalement, vous allez voir les mêmes patterns se décliner à travers les différents énoncés. Hein. Alors, la différence entre les niveaux de malaise des élèves, ben, en fonction de leur propre connaissance de personnes non hétérosexuelles, est présente dès 2017, mais elle est aussi exacerbée à travers les années par le déclin global des sentiments d'aise des jeunes. Je vous ai mis pour votre information, parce que je trouve ça assez parlant, c'est la représentation graphique. Ici, on a les 4 énoncés. J'apprends que ma meilleure amie est lesbienne en mauve, j'apprends que ma meilleure amie est bisexuelle en orange, j'apprends que mon meilleur ami est gay en vert et j'apprends que mon meilleur ami est bisexuel en bleu pâle. Et vous voyez à quel point ces 4 énoncés, la manière dont les niveaux d'aise ou de malaise se jouent, de malaise en l'occurrence, se jouent à travers les années est relativement similaire. Il y a des pointillés autour des premières années de la première année de la pandémie, où il y a eu beaucoup moins d'intervention du Grimoire, mais à partir de l'année scolaire 2021-2022, on remarque pour ces 4 énoncés une augmentation significative du niveau de malaise auto-rapporté des jeunes par rapport à ces 4 scénarios. Ici, sur donc troisième énoncé, je vois 2 hommes se donner des signes d'affection en public. Ici, quand on parle de signes d'affection en public, on parle simplement de donner la main ou d'embrasser. Encore une fois, on remarque un pattern relativement similaire. Sur un échantillon global, on voit que les niveaux d'aise, ici, deuxième colonne, diminuent et que les niveaux de malaise augmentent systématiquement face à ce type de scénario aussi. Passant de 30,1 à 42,4 Puis encore une fois, une analyse genrée met en évidence à quel point il y a une dimension, alors pour le coup, genrée, c'est-à-dire que nos jeunes hommes ou nos garçons rapportent être moins à l'aise avec ce type de scénario, ce qui est vrai du fait de voir 2 hommes ou du fait de voir 2 femmes en public, mais bien sûr que ce malaise est exacerbé quand il s'agit de voir 2 hommes en public. Donc, les garçons rapportent être beaucoup moins à l'aise avec ce type de scénario, avec des démonstrations publiques d'affection entre 2 hommes, et donc de façon beaucoup plus marquée que les filles de notre échantillon. La connaissance de personnes non hétérosexuelles est également, ici encore, un facteur qui a un impact significatif sur le niveau d'aise auto-rapporté des personnes répondantes face à ce type de scénario évoqué dans le questionnaire d'enquête. Ici, on arrive sur des énoncés autour de l'homoparentalité et de la lesboparentalité. Je vais vous montrer les deux. Rappelons rapidement qu'au Québec, on s'en souvient probablement, la reconnaissance juridique des familles homoparentales date de 2002, donc de plusieurs décennies maintenant. Je vais vous présenter dans un premier temps les réactions ou le niveau d'aise des jeunes par rapport à la lesboparentalité, donc l'idée que 2 femmes en couple
aient envie de fonder une famille et d'élever des enfants. Donc, l'éventualité de ça, à quel point les jeunes se rapportent à l'aise avec ça. Puis, dans un deuxième temps, on verra en ce qui concerne l'homoparentalité donc masculine. Donc, si on débute par les couples de femmes qui ont des enfants, on voit que les niveaux de malaise avec la lesboparentalité vont tripler entre 2017 et 2024, passant de 7,2 niveau de malaise ou fort malaise à 20,9 en 2023-2024. Puis, assez rapidement, je ne sais pas si j'allais tout de suite, on va le voir tout de suite après, mais le malaise avec la lesboparentalité, même s'il est présent, puis plus marqué dans les années plus récentes, il reste moins élevé que le malaise des jeunes par rapport à l'homoparentalité masculine, ce qui est, si on y réfléchit un peu, pas nécessairement surprenant dans la mesure où ben, la charge parentale, la reproduction et le care, etc., ce sont des choses qui demeurent dans les esprits des gens traditionnellement associés au féminin et que, conséquemment, dans ce schème de pensée-là, c'est plus facile de concevoir une maison avec deux mamans qui a des enfants plutôt qu'une maison avec deux papas qui a des enfants. Donc, ce n'est pas surprenant au regard de la division vue comme naturelle des tâches en lien avec la reproduction puis la sphère domestique. Je n'irai pas nécessairement dans le détail ici, mais encore une fois, l'analyse genrée nous montre un malaise qui est significativement plus élevé pour les garçons que pour les filles et pour nos personnes répondantes qui ne connaissent pas de personnes lesbiennes, gays, bi et pan dans leur entourage que pour les personnes qui rapportent connaître au moins une telle personne. Et évidemment, plus les personnes répondantes connaissent de telles personnes, plus leur niveau d'aise est susceptible d'être élevé par rapport à ce type de scénario. Quand on arrive ici, donc, clairement dans l'homoparentalité masculine, l'idée que deux hommes en couple ont le droit de fonder une famille et d'élever des enfants. Alors, on constate le même genre de pattern. Je n'irai pas dans le détail nécessairement non plus, mais au niveau des malaises, vous allez voir que les malaises sont plus marqués, plus accrus. Et le déclin des niveaux d'aise se donne à voir de façon plus franche pour ce scénario-là que pour le scénario de lesboparentalité qu'on a vu précédemment. Donc, des niveaux de malaise qui passent de 10,4 en 2017-2018 à 24,4 donc pratiquement une élève sur 4 qui rapporte dans le questionnaire un niveau de malaise ou de fort malaise par rapport à de tels scénarios envisagés. Le pattern est le même pour la question d'une analyse genrée et ce qui concerne également la connaissance de personnes lesbiennes, gays, bi et pan. Dernier énoncé que je voulais vous présenter ce midi concerne la non-binarité. Alors, l'énoncé est formulé comme tel: ma ou mon meilleur ami s'identifie comme étant ni femme ni homme. Alors, il y aurait eu des formulations qu'on pourrait imaginer plus claires pour la non-binarité, mais la raison pour laquelle on a opté dans le questionnaire d'enquête pour ce type de formulation, c'est qu'il faut garder en tête que, certes, les élèves qui répondent au questionnaire d'enquête, ce sont des élèves qui ont eu l'intervention du GRI Montréal, mais l'intervention du GRI Montréal, alors parfois il y a des interventions sur les enjeux liés à l'orientation sexuelle et parfois il y a des interventions sur les enjeux liés à l'identité de genre. Et donc, quand c'est des interventions sur l'orientation sexuelle, il est loin d'être évident qu'on parle de non-binarité. Donc, c'était important pour nous que l'énoncé soit intelligible pour tous les élèves, même si elles n'avaient pas eu d'informations préalables sur la non-binarité, d'où la formulation de cet énoncé-là. Donc, c'est le seul énoncé qu'on vous présentera ce midi autour de la question de l'identité de genre. Sur cet enjeu, on pourrait revenir si vous avez des questions, mais globalement, ce qu'on remarque, c'est que les niveaux de malaise à la fois initiaux et puis dans les dernières années sont plus élevés qu'en ce qui concerne l'orientation sexuelle, suggérant bien sûr que le ressac, et je n'apprendrai rien à personne ici, mais touche également et de façon plus marquée les personnes non-binaires et les personnes trans. Alors, sur la question de la non-binarité, on a vu on voit que dès le début, c'est un type d'énoncé qui génère plus de polarisation que les autres énoncés que je vous ai présentés précédemment. On est en 42,7 qui rapportent un malaise par rapport à cet énoncé-là. Il faut savoir que dans l'historique de démystification du GRI, le GRI Montréal ne démystifie l'identité de genre que depuis cette année scolaire-là, ce qui est bien sûr il n'est pas surprenant qu'on soit face à un public qui soit déjà moins informé par rapport à ces thématiques-là que par rapport à des sujets relatifs à l'orientation sexuelle.
Donc, d'un énoncé initialement très polarisé ou polarisant, mais on remarque encore une fois que les niveaux d'aise diminuent et que les niveaux de malaise augmentent de façon systématique à travers les années, de façon plus marquée à compter de 2021-2022. Alors, je n'ai plus de tableau à vous présenter, on va se réjouir de ça, mais je reconnais que c'est beaucoup d'informations, beaucoup de tableaux, beaucoup de statistiques et c'est presque une avalanche de données. Alors, si on récapitule les grandes lignes, je vais récapituler puis remettre un peu en perspective les constats qu'on vient de faire, puis après, je vais céder la parole à Marie. Mais donc, ce qu'on peut... Pardon. Je vais être rigoureuse et reclarifier que sur la base d'une analyse genrée, une analyse qui prend en considération ici la connaissance de personnes TNB, c'est-à-dire trans ou non-binaires, on voit aussi, pour les années pour lesquelles on dispose de telles données, un impact de la connaissance de personnes trans non-binaires dans leur entourage sur le niveau d'aise rapporté des jeunes par rapport à un meilleur ami ou une meilleure amie qui se révélerait comme étant ni femme ni homme. Donc, si on récapitule maintenant, cette fois pour vrai, dans les grandes lignes, ce qu'on constate, hein, si on résume un peu la présentation que j'ai faite jusqu'ici avec pléthore de données, on constate dans les dernières années un franc déclin des niveaux d'aise envers les réalités LGBTQ+, des élèves de l'école secondaire québécoise. Hein, c'est bien de ça qu'on a parlé jusqu'ici. Ce déclin, il est plus marqué chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Et il se donne à voir de façon plus rapide et plus marquée chez les jeunes qui ne connaissent pas de personnes LGBTQ+, que chez les jeunes qui rapportent en connaître au moins une, voire davantage. Alors, ça peut sonner alarmant, et je pense que ces données sont alarmantes de bien des façons, mais ces données sont aussi à remettre en perspective parce que on a souvent tendance à considérer que le problème vient des jeunes et concerne uniquement les jeunes. Alors, je pense que c'est important à ce moment-ci de la présentation de reclarifier que ce déclin n'a pas l'air d'être spécifique aux jeunes. Alors, si on s'est intéressé jusqu'ici à ce qui se passe dans les écoles secondaires, c'est parce que c'est le terrain de jeu du Gris Montréal et ce sont les données dont on dispose. Mais il y a certaines données et enquêtes récentes, notamment un sondage de Segma Secrétariat à la condition féminine qui est sorti il y a quelques mois seulement et qui s'intéressait au niveau rapporté d'ouverture des personnes québécoises par rapport à la diversité sexuelle et de genre. Donc, qui se prêtait pratiquement au même exercice ici, mais cette fois auprès d'une population qui n'était pas limitée en termes d'âge à une scolarisation de l'école secondaire. Et ce que ce sondage-là met en évidence, c'est que, d'une part, le déclin qu'on vient de documenter, un tel déclin se donne à voir auprès d'une population plus large et pas seulement une population d'âge secondaire. Et d'autant plus, ce rapport-là met en évidence que les jeunes, les catégories jeunes identifiées dans ce rapport-là, seraient plus susceptibles d'être plus à l'aise que nos personnes un peu plus âgées, ce qui laisse entendre que potentiellement ce qu'on vous a présenté jusqu'ici, ce midi, ce serait des données qui seraient pratiquement la pointe de l'iceberg de certains niveaux de malaise qui seraient ceux croissants d'une population québécoise dans son ensemble. Marie, je te cède la parole. Merci beaucoup, Gabrielle, pour ces points sur nos données. Effectivement, ça fait beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est important de voir noir sur blanc, en fait, ce que nos personnes bénévoles nous rapportent ressentir, en fait, dans les classes depuis les dernières années et de voir que ces intuitions sur le fait que le climat se tend se révèlent aussi quand on sort les données brutes. Alors, ben, comment expliquer en fait ce déclin? Évidemment, ce ne sont que des hypothèses que nous pouvons formuler pour l'instant, puisqu'on est en train de vivre ce phénomène-là, on est en plein dedans. Alors, on a peut-être trois pistes à creuser avec vous aujourd'hui. Donc, la première, évidemment, c'est qu'on sait que ce qui se dit autour des réalités qui touche nos communautés est de plus en plus virulent, hein. On voit des prises de parole autour particulièrement de l'identité de genre qui deviennent de plus en plus décomplexées, qui sont tenues autant par des chroniqueurs, chroniqueuses que par des personnalités publiques, politiques même, complètement impunément, hein, avec des discours où on entend que
eh bien, les droits des personnes queer ou des personnes trans seraient des menaces aux enfants, aux droits des femmes cisgenres, même à la famille ou voire à l'autorité parentale. Donc, ce sont des choses qu'on entend de plus en plus souvent, des choses qu'on entendait par rapport à l'homosexualité dans les années 80, quand il fallait protéger nos enfants des enseignants pédophiles, par exemple. J'étais là, je m'en souviens. Donc, tous ces discours qui agissent comme des paniques morales, hein, comme un épouvantail en fait qui distrait des véritables enjeux sociaux sur lesquels on voudrait que nos politiciens se penchent plutôt que de venir braquer des projecteurs sur les questions des toilettes ou des personnes trans, ce qui permet en plus de trouver des boucs émissaires, puisque souvent ce qu'on remarque, c'est que on va cibler d'autres minorités qui seraient susceptibles ou soi-disant à l'origine de ces mouvements de recul, pour ne pas les nommer, les personnes immigrantes, les personnes musulmanes, qui feraient en sorte que cette acceptation vis-à-vis de la diversité sexuelle serait en recul. Inutile de vous dire que nos chiffres démontrent d'autres choses. Mais cette stratégie de distraction paye dans un contexte où justement la régression se donne à voir dans l'ensemble de la population et évidemment pas seulement auprès de certains groupes minorisés. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième, c'est la crise de l'information. Donc, toute la désinformation hein, et tout le phénomène de chambre d'écho qu'on connaît de mieux en mieux, avec une crise du journalisme traditionnel, j'ai envie de dire, qui met en péril la circulation d'une information qui est validée, vérifiable et qui est d'intérêt public. On se voit maintenant en contact sans arrêt avec de la désinformation qui a une visée économique, hein, où il est bien plus profitable médiatiquement de positionner l'existence des personnes trans et non-binaires autour du débat, hein, d'un débat polarisé, plutôt que de dire simplement qu'il existe un fort consensus scientifique autour des approches transaffirmatives, par exemple, ce qui n'intéresserait personne puisque ce serait une bonne nouvelle relayée. Et ça, on sait que ça n'a pas beaucoup de poids dans notre société actuelle, malheureusement. Il y a aussi le fait que donc, évidemment, tout le monde n'a pas accès à la même qualité d'information. La population n'a pas la même littératie médiatique ou scientifique. Les données ne sont pas toujours interprétables par monsieur et madame tout le monde. Difficulté pour comprendre, par exemple, ce que c'est qu'un devis de recherche, s'il est valide ou pas, ce qui est légitime ou pas, etc. Donc, on s'en remet bien souvent médias sociaux qui fonctionnent grâce à ce cher algorithme qui est conçu pour nous conforter dans le fond dans nos manières de penser et donc qui fonctionne en chambre d'écho. Et évidemment, ça ne fait que solidifier ou polariser les opinions. La troisième piste, qui est vraiment une piste avec laquelle nous sommes de plus en plus confrontés dans nos interventions sur le terrain, c'est la montée du masculinisme. Et les chiffres que Gabriel nous a partagés avec le déclin bien plus important, plus rapide et plus marqué chez les jeunes garçons, pose question quand on les met donc en parallèle, en conversation avec cette montée du masculinisme qu'on a vu ici au Québec avec bon, le documentaire comme Mal Alpha à l'automne, mais qu'on voit même dans nos questionnaires. Moi, je me souviens d'avoir lu des questionnaires de jeunes qui disaient ben, si vous voulez savoir ce que je pense de l'homosexualité, demandez à Andrew Tate. Andrew Tate étant une figure marquante des mouvements masculinistes. Et je vous dirais qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'ai des conversations avec des parents un peu désœuvrés d'ailleurs, qui me disent, moi j'ai un garçon, je ne le reconnais plus, on l'a élevé dans des valeurs progressistes d'égalité homme-femme et il a maintenant un discours complètement à 180 degrés par rapport à ces valeurs-là, avec une vision passéiste des rôles hommes-femmes, etc., etc. Et les parents
ne savent plus quoi faire. Donc, on voit qu'il y a une influence vraiment certaine, des réseaux et de ces mouvements-là, qui est, très préoccupante, et sur lesquels il va falloir qu'on se penche, bien sûr nous comme organismes communautaires, mais aussi, les autorités publiques, les milieux scolaires, pour assurer à nos enfants en fait, des milieux, où ils pourront, apprendre, j'ai envie de dire, parce que, les chiffres qu'on, vous présente là, il faut pas oublier qu'il y a des jeunes LGBT, des jeunes queer ou en questionnement, qui évoluent dans ces milieux-là. Donc qui évoluent dans des milieux où parfois, 1 sur 2 de leurs camarades sont mal à l'aise avec peut-être la réalité qu'ils ressentent, qu'ils soient out ou pas, ou peut-être la réalité de leurs parents, de leurs meilleurs amis, de leurs frères. Donc ce sont des climats qui sont de plus en plus tendus et la possibilité d'être authentique avec qui on est dans les classes du Québec maintenant, elle est clairement entachée par, ce qu'on vous a présenté, aujourd'hui. Donc voilà un peu les pistes de réflexion qu'on a, pour l'instant. Bien sûr, ceci sera à continuer à creuser et à monitorer. Je fais rapidement, les remerciements d'usage, hein. Donc ce projet a été financé par le Secrétariat à la condition féminine et le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et on remercie bien sûr les autres grilles qui nous ont permis de colliger des données à la grandeur, du pays. Puis on vous laisse sur une dernière, statistique, Gabrielle, oui, tu peux revenir à au sondage, CROP, qui nous inquiète tout autant, puisque ce sondage CROP, qui a été fait l'année passée, donc sur la dysfonction sociale, déjà on peut s'interroger sur le titre, mais peu importe, sur les jeunes au Canada, nous démontre que, l'autorité patriarcale is the way to go, puisqu'on voit que le père de famille doit commander chez lui. C'est un énoncé qui parle à une partie importante de nos jeunes et particulièrement de nos plus jeunes adultes. Alors voilà.